Tout le monde se souvient de Steve McQueen comme d'un homme impossible à fissurer. Un regard calme, une mâchoire serrée, le silence plus puissant que les répliques. L'anti-héros parfait. Le roi du cool. Celui qui, même immobile, donnait l'impression d'aller plus vite que tout le monde. Mais voici ce que peu de gens supportent d'entendre. À la fin, Steve McQueen n'a pas été rattrapé par un rival, ni par un scandale, ni par une défaite au box-office. Il a été rattrapé par quelque chose d'invisible. Quelque chose qui s'installe sans bruit, qui se cache derrière une toux, derrière une fatigue, derrière un souffle un peu plus court que la veille. Et quand il a compris ce qui le dévorait, il a tenté une dernière course. Une course contre le temps. Une course désespérée. Une course qui l'a mené loin d'Hollywood, loin des projecteurs, jusqu'à une chambre d'hôpital de l'autre côté d'une frontière. Et si cette histoire fait mal, c'est parce qu'elle ne s'arrête pas à lui. Parce qu'après la disparition de Steve McQueen, il reste ce qu'on oublie derrière les icônes, les enfants. Ceux qui grandissent avec une absence énorme. Ceux qui vivent avec un nom qui ouvre des portes, mais qui peut aussi étouffer. Et 18 ans plus tard, ce nom McQueen est frappé à nouveau. Sa fille, Terry, s'éteint à 38 ans, trop tôt, elle aussi, comme si la tragédie avait suivi la famille jusque dans l'ombre. Avant d'aller plus loin, prenez juste une seconde. Si vous aimez ces récits qui enlèvent le masque des légendes et qui montrent l'humain, laissez un j'aime. Et abonnez-vous. Pas pour faire gonfler un chiffre. Pour que ces histoires, parfois dures, parfois belles, continuent d'exister et d'être racontées avec respect. Steve McQueen naît le 24 mars 1930, dans l'Indiana, à Beech Grove. Rien, absolument rien, ne le destine au statut de mythe. Son enfance, c'est l'instabilité. C'est un père qui disparaît très tôt. C'est une mère qui lutte, qui vacille, qui ne peut pas toujours tenir le foyer debout. C'est un petit garçon qui apprend vite une règle cruelle. Quand l'amour est incertain, on n'a pas le droit d'être fragile. Imaginez ce que ça fabrique, à l'intérieur. Un enfant qui s'attache trop fort et qui, en même temps, se protège en se durcissant. Un enfant qui ne sait pas si on va le garder ou le déposer ailleurs demain. Un enfant qui n'a pas de terrain stable sous les pieds. Très tôt, Steve devient ce qu'on appelle un dur. Mais ce mot trompe. Souvent, les durs ne sont pas ceux qui n'ont rien ressenti. Ce sont ceux qui ont ressenti trop, trop tôt. La rébellion devient sa manière de respirer. Il fugue. Il provoque. Il se met en danger. Il se met dans des situations qui ressemblent à des cris silencieux. Et là, une première question se plante dans l'histoire, une question qui va revenir comme une petite lame. Pourquoi Steve McQueen a-t-il passé sa vie à prouver quelque chose, alors qu'il avait déjà tout pour fasciner naturellement? Gardez-la en tête. Parce que tout s'éclaire plus tard. Dans l'adolescence, il passe par des structures pour jeunes difficiles. Ce n'est pas une anecdote brillante. C'est une période où l'on vous apprend, à coups de règles et de murs, que le monde ne vous attend pas. Et pourtant, au milieu de tout ça, il développe une qualité qui va changer sa vie, l'endurance. Cette capacité à serrer les dents. À continuer. À survivre. Puis viennent les marines. La discipline. Le cadre. La hiérarchie. Pour un garçon forgé dans le chaos, c'est à la fois une prison et une colonne vertébrale. Il y apprend la résistance. Il y apprend qu'on peut tenir même quand on ne va pas bien. Il y apprend aussi, malgré tout, une forme de fierté, celle d'appartenir à quelque chose. Mais Steve McQueen reste Steve McQueen, il n'est pas l'homme de l'obéissance parfaite. Il a le feu au ventre. La liberté dans la peau. Et ce feu, plus tard, Hollywood va l'adorer, et il va le payer cher. Quand il revient à la vie civile, il n'est pas une star. Il est un homme qui cherche un endroit où exister. Il enchaîne les petits boulots. Il observe. Il traîne. Il tente. Il rate. Il retente. Et puis il découvre le théâtre, l'art dramatique, les cours, les scènes. Là, quelque chose se produit. Pas une magie. Plutôt une transformation. Il comprend qu'il peut prendre ce qu'il a de plus sombre, la colère, l'abandon, l'instabilité et en faire une présence. Il comprend qu'il n'est pas obligé de s'excuser d'être intense. Au contraire, sur une scène, l'intensité devient un trésor. Vous imaginez la sensation? Passer d'un enfant trop compliqué à un homme qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on suit du regard. Pour quelqu'un qui a grandi avec l'idée d'être de trop, c'est presque une revanche sur la vie. Ses débuts se font par la télévision, des rôles, des essais, de petits passages. Et puis arrive 1958, la série Wanted, Dead or Alive. Là, il impose déjà quelque chose de rare. Un mélange de dureté et de vulnérabilité. Peu de mots, mais une tension constante. Il ne remplit pas l'écran avec du bavardage. Il le remplit avec du silence. Et le silence, quand il est maîtrisé, peut être plus spectaculaire qu'un monologue. Le public accroche. Parce que Steve McQueen ne joue pas un personnage sympa. Il joue un homme. Un homme qui peut sourire, mais qui garde une ombre derrière les yeux.
Un homme qu'on ne comprend pas totalement. Et ce mystère devient une addiction. Les années 60 s'ouvrent comme une autoroute. McKean passe au cinéma. Il apparaît dans Les 7 mercenaires en 1960. Et là, un phénomène se déclenche, même dans un groupe de stars, il attire l'attention. Comment? Pas seulement par ses répliques. Par sa manière d'être présent. Par sa façon de bouger. Par cette impression qu'il pourrait partir à tout instant, sans prévenir. Sur certains plateaux, on raconte qu'il y a une rivalité avec des acteurs plus installés. Un jeu de territoire, presque animal. Qui occupe l'image? Qui vole une scène sans parler? McKean comprend la règle non écrite d'Hollywood, tu ne gagnes pas seulement avec le texte. Tu gagnes avec l'impact. Il multiplie les détails. Un geste. Un chapeau. Une cartouche qu'on manipule. Une seconde de trop dans un regard. Et ce qui pourrait passer pour de la coquetterie révèle, en réalité, quelque chose de plus profond, ce besoin d'être certain qu'on ne le laisse pas dans un coin. Vous commencez à sentir la fissure sous le coude? Et pourtant, la carrière continue de grimper. En 1963, La Grande Évasion. Un film où l'idée même de l'évasion colle à sa peau. Et là, il devient la silhouette d'une génération. L'homme qui refuse la cage. L'homme qui défie l'autorité. L'homme qui fonce. Quand on le regarde dans ce film, on ne voit pas seulement un acteur. On voit une promesse, la promesse qu'un homme peut se sauver lui-même. Et cette promesse, des millions de spectateurs la boivent comme de l'eau. Puis viennent d'autres rôles, d'autres succès, d'autres personnages où il incarne la maîtrise. Et en 1968, il y a Bullitt. Le film qui scelle la légende. San Francisco, un flic, une enquête, et surtout une poursuite en voiture devenue mythique. Le bruit du moteur, la vitesse, les rues, l'adrénaline. Et lui, au volant, avec cette froideur presque animale. Là, Steve McKean n'est plus seulement un acteur. Il devient un symbole culturel. La façon dont il s'habille, la façon dont il marche, son goût pour les motos, les voitures, les vestes, tout devient référence. On ne copie pas seulement ses films. On copie son attitude. Mais ce que le public ne sait pas, c'est que l'attitude peut aussi être une armure. Une armure qui protège. Une armure qui empêche d'aimer pleinement. Une armure qui fait croire au monde que vous n'avez besoin de personne, alors que, parfois, vous avez juste peur d'être blessé à nouveau. Si à ce moment précis vous vous dites « je connais quelqu'un comme ça », laissez un petit commentaire. Même un seul mot. Parce que ces histoires, au fond, parlent aussi de nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, il y a une partie de ce récit qui va vous surprendre, et vous allez vouloir connaître la suite. Pendant que la carrière explose, la vie privée, elle, devient une zone de turbulence. Steve McKean séduit. Beaucoup. Il attire. Il fascine. Sa présence est magnétique. Mais être magnétique, ça ne veut pas dire être simple à vivre. Il se marie avec Neil Adams en 1956. Ils ont 2 enfants, Terry, né en 1959, et Chad, né en 1960. Sur le papier, cela ressemble à une vie construite. En réalité, la célébrité déforme tout. La distance, les tournages, l'ego, les tentations. Et surtout, chez McKean, cette obsession du contrôle. Il peut être affectueux, mais aussi possessif. Il peut être généreux, mais aussi imprévisible. Il peut vouloir protéger, mais parfois étouffer. Comme si, au fond, il avait peur qu'on lui enlève ce qu'il aime, alors il serre trop fort, et ce qui est serré trop fort finit souvent par se casser. Et puis il y a la vitesse. Son amour du risque n'est pas un décor. Il ne veut pas seulement faire semblant d'être un dur. Il veut sentir le danger dans ses mains. Les motos. Les voitures. Les courses. L'adrénaline. Pour certains, c'est un loisir. Pour lui, c'est presque un langage. Parce que quand votre tête est trop bruyante, vous cherchez un bruit plus fort. Quand votre passé vous poursuit, vous cherchez une route où il ne peut pas vous suivre. Et la vitesse donne cette illusion. Pendant quelques secondes, tout se tait à l'intérieur. À côté de ça, McKean entretient son corps avec une discipline impressionnante. Sport, routine, entraînement. Il veut être solide. Il veut maîtriser sa machine. Et il pousse parfois la machine très loin. Certains racontent un rythme de vie intense, des excès, de la cigarette, de l'alcool. Un mélange paradoxal, d'un côté l'homme qui s'entraîne, de l'autre l'homme qui se brûle. C'est ça, la dualité de McKean. La maîtrise et l'autodestruction. Le cool et la tempête. L'indépendance affichée et la fragilité cachée. Les années passent. Le cinéma continue. Les succès se suivent. On le voit dans The Thomas Crown Affair, dans The Getaway, dans Papillon, dans des films qui renforcent sa stature de mythe. Il devient l'incarnation de l'anti-héros américain. Un homme de peu de mots. Un homme qui ne se plaint pas. Un homme qui encaisse. Sauf qu'il y a un ennemi que même les durs ne peuvent pas fixer dans les yeux, la maladie.
À la fin des années 70, McKean commence à sentir que quelque chose cloche. Pas une grande chute spectaculaire. Une toux persistante. Un souffle qui se raccourcit. Une sensation que la poitrine n'est plus un espace libre. Au début, on minimise. On pense à la cigarette. À la fatigue. Au stress. À l'âge. On se dit que ça passera. Mais ça ne passe pas. Et là, on arrive à un moment où l'histoire bascule. Parce que Steve McKean, l'homme du contrôle, comprend qu'il ne contrôle plus son propre corps. Il consulte. Il fait des examens. Il espère une réponse simple. Une infection. Une inflammation. Quelque chose qu'on soigne et qu'on oublie. Mais la réponse est brutale, mésothéliome pleural. Un cancer rare, agressif, souvent lié à l'exposition à l'amiante. Imaginez l'impact sur lui. L'homme qui a bâti sa légende sur la force physique, sur l'endurance, sur l'idée qu'il peut tout encaisser, se retrouve face à quelque chose qui ne se combat pas avec un regard dur. Quelque chose qui avance en silence. Et là, une deuxième question s'ouvre, plus vertigineuse que la première. Qu'est-ce que fait un homme comme Steve McKean quand il comprend qu'il ne peut pas conduire plus vite que la mort? Sa première réaction, c'est le secret. Le contrôle. Il ne veut pas devenir un patient aux yeux du public. Il ne veut pas qu'on le voie diminuer. Il veut rester l'icône. Mais la presse finit par s'en mêler. La rumeur circule. L'information sort. Et d'un coup, la maladie n'est plus seulement une bataille intime, elle devient un spectacle. Dans ce genre de situation, l'être humain ne cherche plus seulement la vérité. Il cherche un espoir. N'importe quel espoir. McKean se tourne vers des traitements controversés. Il part au Mexique. Il s'accroche à une approche alternative qui fait beaucoup parler, qui promet, qui attire l'attention. Des protocoles lourds, exigeants, étranges pour certains. L'idée d'un retour possible, d'une amélioration, d'un miracle. Ce moment-là est douloureux à regarder, parce qu'il montre quelque chose de profondément humain, la peur. Même les mythes ont peur. Même les rois du cool ont peur. Et si vous avez déjà eu un proche malade, vous savez ce que ça fait. Ce moment où on ne cherche plus la solution parfaite. On cherche la chance. La petite porte qui pourrait s'ouvrir. La minute de plus. Le mois de plus. Alors il continue. Il s'accroche. Il paye cher. Il endure. Et autour de lui, la machine médiatique s'agite. Certains parlent d'amélioration. D'autres doutent. Et lui, au milieu, essaie de tenir la barre dans une tempête où personne ne sait vraiment où est la côte. C'est là que la tragédie prend une forme presque ironique. Steve McKean, l'homme qui semblait libre, devient prisonnier d'un calendrier médical. Prisonnier des douleurs. Prisonnier de son corps. Prisonnier des espoirs des autres. Et pourtant, même dans cette période, il y a une scène invisible, une scène intime, qui révèle un autre visage de lui. Un visage plus humble. On raconte qu'au moment où sa fin se rapproche, McKean décide de faire quelque chose de rare pour un homme comme lui, il ravale son orgueil. Il appelle un acteur avec qui il a eu des tensions, des rivalités anciennes. Comme si, au bout du chemin, il comprenait que certaines guerres ne valent plus rien. C'est un détail, mais il est puissant. Parce qu'il suggère que, face à la mort, le masque tombe. Le coup ne sert plus. Il reste l'homme. Et l'homme, parfois, veut juste partir en paix. Les semaines passent. Le cancer progresse. Son corps s'affaiblit. Et arrive ce moment où il n'y a plus de choix confortable. Il faut tenter une intervention lourde, risquée. Une opération qui peut tuer, mais qui semble être la dernière chance d'enlever une masse, de soulager, de gagner du temps. Fin octobre 1980, McKean retourne à Ciudad Juárez, au Mexique. Il se fait enregistrer sous un autre nom. Comme s'il voulait disparaître, même au moment où tout le monde le regarde. Comme s'il voulait garder le contrôle de sa fin. Imaginez la scène. Une petite clinique. Un personnel qui ne réalise pas forcément qu'il a devant lui l'un des visages les plus célèbres de l'Amérique. McKean, amaigri, éprouvé, portant sur lui non plus l'arrogance d'une star, mais la fatigue d'un homme qui a mal. Il entre là comme on entre dans un tunnel. L'opération a lieu. Elle dure des heures. On tente de retirer une énorme tumeur au foie, de réduire d'autres masses. On lutte contre le temps, contre la douleur, contre l'inévitable. Et puis, le 7 novembre 1980, à 3h45 du matin, Steve McKean meurt d'une crise cardiaque, environ 12 heures après l'intervention. 50 ans. 50 ans, c'est jeune. 50 ans, c'est l'âge où beaucoup commencent une deuxième vie, une vie plus calme, plus lucide. Lui n'a pas eu ce luxe. Ce qui est insupportable, c'est l'écart entre l'image et la réalité. L'homme qu'on imaginait invincible meurt loin d'Hollywood, dans un contexte médical, dans le silence, sans musique, sans mise en scène, sans dernier sourire pour la caméra. Et dans ce silence, il y a une autre douleur, celle de ses proches. Ses enfants. Son fils Chad. Et sa fille Terry.
Terry a 19 ans quand elle perd son père. 19 ans. L'âge où l'on se croit adulte, mais où l'on est encore fragile. L'âge où l'on a besoin d'un père, même si on fait semblant de ne pas en avoir besoin. Essayez de vous mettre à sa place. Grandir avec un père mythique, parfois présent, parfois absent, parfois tendre, parfois dur, et puis le perdre au moment où l'on commence à comprendre la vie. Perdre l'homme avant d'avoir pu vraiment le connaître comme un homme. Si cette idée vous serre un peu le cœur, je vous demande quelque chose de simple, laissez un j'aime. Pas pour récompenser une vidéo. Mais comme un petit geste de respect pour ceux qui, derrière les légendes, portent les morceaux. Après sa mort, McKean est incinéré. Ses cendres sont dispersées dans l'océan Pacifique. Ce choix a une force symbolique incroyable. L'homme qui n'aimait pas les cages refuse d'être enfermé, même après. Et pourtant, même si ses cendres s'en vont dans l'immensité, son nom reste. Son image reste. Son aura reste. Et ses enfants restent, eux aussi, avec un héritage aussi lourd qu'un bloc de pierre. Pour Terry, la vie ne sera pas un scénario hollywoodien. Elle ne deviendra pas une actrice flamboyante. Elle préfère rester en retrait. Elle travaille dans la production. Elle dirige une société. Elle construit quelque chose de discret, loin du bruit. Comme si elle voulait appartenir à ce monde sans être avalée par ce monde. C'est un choix qui dit beaucoup. Parce que les enfants de célébrités ont souvent deux chemins. Soit ils cherchent la lumière pour prouver qu'ils existent, soit ils la fuient pour préserver leur respiration. Terry, elle, semble choisir la respiration. Elle se marie. Elle devient mère. Une petite fille, Molly. Et pendant un moment, on peut croire que la tragédie s'est arrêtée. Que le nom McKean va redevenir un nom de vie, pas un nom de deuil. Mais la vie, parfois, a une façon cruelle de répéter les drames. Dans les années 90, Terry rencontre de graves problèmes de santé. Des complications, des hospitalisations, un corps qui lutte. Rien de glamour, rien de médiatique. Juste une femme qui se bat dans l'ombre. Et à un moment, le verdict est lourd, son foie ne tient plus. Il faut une greffe. Une transplantation du foie, c'est une opération gigantesque. C'est un miracle médical, parfois. Mais c'est aussi un combat long, fragile, épuisant. Après une greffe, on vit avec la peur des complications. Avec la peur du rejet. Avec la peur que le corps dise non. En novembre 1997, Terry subit une greffe du foie. Elle semble récupérer. On parle d'une amélioration. On parle d'un retour possible à une vie normale. Elle a 38 ans. Elle a une fille de 10 ans. Elle a encore des projets. Elle a encore des choses à donner. Et là, imaginez l'espoir dans la famille. Imaginez la sensation de se dire, elle a traversé le pire. Elle va s'en sortir. Imaginez la joie de Molly, cet enfant qui se dit que sa maman va rester. C'est là que l'histoire devient presque insoutenable. Le 19 mars 1998, Terry McKean meurt à l'UCLA Medical Center, des suites d'une défaillance respiratoire. 38 ans. 38 ans, et tout s'arrête. Ce détail-là, l'âge, est comme une gifle. Parce que Steve McKean est mort à 50 ans. Et sa fille, 18 ans plus tard, meurt à 38. Comme si la famille n'avait jamais eu le droit à une longue paix. Après la mort de Terry, sa mère annonce qu'elle et son mari élèveront Molly. Et là, le cercle se referme d'une manière tragique, une grand-mère qui reprend le rôle de parent. Une enfant qui grandit avec une absence, encore. Comme si la vie répétait le même motif. Prenez une seconde ici. Respirez. Et dites-moi, vous imaginez la sensation d'être Molly, à 10 ans, perdre sa mère, après avoir déjà grandi avec l'ombre d'un grand-père mythique disparu trop tôt? Vous imaginez ce que ça fait de porter un nom célèbre, quand, derrière ce nom, il y a autant de pertes? Si vous êtes encore là, merci. Vraiment. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Parce qu'il y a une partie essentielle de cette histoire qu'on n'a pas encore regardée en face. Qu'est-ce que Steve McKean a réellement laissé derrière lui, au-delà du style et des films? On pourrait s'arrêter à l'image. Aux motos. Aux lunettes. Aux scènes cultes. Aux poursuites. Aux répliques brèves. Mais ce serait facile. Et surtout, ce ne serait pas juste. Steve McKean, au fond, c'est un paradoxe humain. D'un côté, l'homme qui donne au monde une leçon d'indépendance. De l'autre, l'homme qui, intérieurement, cherche un point d'ancrage. D'un côté, le corps athlétique, l'énergie, l'impression de puissance. De l'autre, la fragilité biologique, la maladie, l'impuissance totale. Et il y a un autre paradoxe, plus intime, l'homme qui incarne la liberté à l'écran, mais qui, dans la vie privée, peut parfois se comporter comme quelqu'un qui a peur de perdre, donc qui contrôle, qui sert, qui casse. Ce n'est pas pour le juger. C'est pour le comprendre. Parce que comprendre, c'est plus difficile que d'idéaliser. Quand on regarde son enfance, ses blessures, ses abandons, on peut deviner ce que le cool cachait, une peur de redevenir invisible.
Une peur de redevenir le garçon qu'on dépose chez quelqu'un parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Une peur que l'amour ne soit jamais stable. Alors il devient énorme. Il devient célèbre. Il devient un mythe. Il devient une présence qu'on ne peut pas ignorer. Et pendant un temps, ça marche. Il a l'impression de gagner contre son passé. Sauf que le passé ne disparaît pas. Il change seulement de forme. Parfois, il devient besoin de vitesse. Parfois, il devient jalousie. Parfois, il devient anxiété. Parfois, il devient excès. Et puis arrive la maladie, et là, tout ce mécanisme de défense se retrouve nu. Ce qui me frappe, dans la fin de Steve McKean, ce n'est pas seulement la mort. C'est le chemin vers la mort. Ce mélange de silence et de panique. Ce mélange d'espoir et de désespoir. Ce choix de partir ailleurs, de tenter autre chose, de refuser l'idée qu'il n'y a plus rien à faire. On peut critiquer ses décisions. On peut dire qu'il aurait dû rester dans un cadre médical classique. On peut débattre. Mais si on se met à sa place, vraiment, humainement, la question est simple. Qu'est-ce que vous feriez si on vous disait que vous êtes condamné? Vous accepteriez calmement? Ou vous chercheriez, vous aussi, une porte, même petite, même fragile, même controversée? Vous imaginez la tentation du miracle? Tout le monde a vu la couronne sur la tête de Camilla. Mais très peu ont vu ce qui s'est passé juste après, dans les couloirs feutrés où l'on sourit toujours, même quand on est en train de se faire écarter. Parce que ces derniers mois, une idée a commencé à circuler avec insistance. Le prince William, futur roi, aurait exigé qu'on mette de la distance. De la vraie distance. Pas une froideur polie au dîner, pas un silence dans une voiture officielle. Non. Une frontière. Un message. Une limite. Et si cette histoire vous paraît improbable, posez-vous une question simple. Dans une famille où tout est symbole, qu'est-ce qui fait le plus mal, un affront public, ou une décision administrative qui vous retire, doucement, l'influence que vous avez mis 20 ans à construire? Ce soir, on va remonter le fil. On va revenir à l'enfance de William, à ses blessures, à ce qu'il a promis intérieurement le jour où il a compris que sa vie ne lui appartiendrait jamais. On va comprendre pourquoi Camilla, malgré sa patience légendaire, aurait pu se sentir humiliée. Et surtout, on va regarder ce que cette tension raconte vraiment, pas une querelle de personnes, mais une bataille silencieuse pour le futur de la famille royale britannique. Si vous aimez ces récits où l'émotion se mélange au pouvoir, où les détails disent plus que les discours, laissez un j'aime dès maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que, dans cette histoire, chaque petit signe compte. Imaginez la scène. Un matin gris à Londres. Les journaux bruissent, les téléphones vibrent, les assistants traversent les pièces avec des dossiers serrés contre la poitrine. On parle d'un mot qui ne se prononce jamais à voix haute, contrôle. Et dans le contrôle, il y a toujours un prix. Ce qu'on raconte, ce n'est pas que William aurait crié, tapé du poing, humilié quelqu'un devant tout le monde. William n'est pas ce genre d'homme. Il est justement l'inverse. Il fait pire, en apparence, il tranche calmement. Il signe. Il réorganise. Il fait évoluer la structure. Et quand la structure évolue, certains tombent du tableau, sans même avoir l'occasion de se défendre. Pour comprendre pourquoi Camilla aurait pu se sentir blessée, il faut d'abord comprendre la nature du pouvoir royal moderne. Ce n'est plus seulement la couronne. Ce sont des équipes, des budgets, des contrats, des proches qui gravitent, des habitudes installées depuis des années. Et tout cela peut être remis en question, par une seule personne, au bon moment. Ce bon moment, pour William, c'est maintenant. Parce que depuis la disparition d'Élisabeth II, tout s'est accéléré. Charles est devenu roi, et dans la seconde, William a changé de statut. Il n'a pas simplement avancé d'une case. Il a hérité d'un monde. Et ce monde, il l'a reçu avec une obsession que peu de gens comprennent vraiment, ne jamais revivre le chaos qui a détruit son enfance. William naît le 21 juin 1982, à Londres, dans un univers où tout est déjà écrit pour lui. On lui donne un nom long comme une procession, un prénom simple comme un symbole, William. On le baptise dans les salons où l'histoire colle au mur. Très tôt, on l'emmène en voyage officiel, on le montre, on le protège, on le photographie. Il apprend avant même de parler que son visage est une propriété publique. Mais le détail que beaucoup oublient, c'est l'atmosphère émotionnelle dans laquelle il grandit. À l'extérieur, c'est le conte. À l'intérieur, c'est un mariage qui se fissure, une tension qui ne dit pas son nom, des adultes qui sourient face caméra et se déchirent dès que la porte se referme. Et au milieu, il y a Diana. Diana, c'est une mère solaire, et une femme profondément seule. Une femme qui, parfois, s'effondre. Et quand une mère s'effondre, l'aîné comprend quelque chose d'horrible, il doit devenir fort trop tôt. William, très jeune, devient ce qu'on appelle un enfant parent. Celui qui écoute, qui rassure, qui lit les émotions avant même de comprendre les mots. Vous imaginez le poids? Vous avez 10 ans, et vous sentez que votre mère s'accroche à vous pour ne pas sombrer.
vous ne pouvez pas la sauver. Mais vous essayez. Et ce rôle, vous ne l'oubliez jamais. Puis vient la séparation, puis le divorce. Et surtout, vient 1997. La nuit où Diana meurt, un fil se casse. Un fil intime, mais aussi un fil national. Et William, adolescent, reçoit le choc comme une lame froide. Et quelques jours plus tard, il marche derrière le cercueil. Devant le monde entier. Sans pouvoir pleurer comme un enfant normal. Sans pouvoir s'écrouler. Parce qu'il est déjà, malgré lui, une figure. Cette marche-là, ce n'est pas juste un moment triste. C'est une initiation brutale. C'est le moment où William apprend que son chagrin n'aura jamais la priorité. Et à partir de là, quelque chose se forge en lui, une discipline émotionnelle presque inhumaine. Une capacité à compartimenter. À ranger la douleur dans une boîte, à verrouiller la boîte, et à avancer. C'est important, parce que c'est exactement ce genre de personnalité qui, plus tard, ne règle pas les problèmes en criant, mais en éloignant. Alors oui, quand Camilla entre dans l'histoire familiale, elle entre dans un champ de mine. Pendant des années, Camilla n'est pas la reine Camilla. Elle est une ombre, une présence contestée. Une figure associée au pire souvenir de William, la déchirure de ses parents, le sentiment d'avoir vu sa mère souffrir, la sensation que rien n'a été protégé. On peut raconter 1000 versions, on peut mettre des nuances, on peut dire que la vie est plus complexe, mais émotionnellement, pour un enfant devenu adulte, il reste une association douloureuse. Et parfois, une association suffit à créer une distance irréversible. Sauf que l'histoire n'est jamais aussi simple. Parce que William n'est pas un homme de vengeance apparente. Il est un homme d'institution. Et c'est là que tout devient fascinant. En grandissant, William se reconstruit un rêve, créer l'inverse de son enfance. Une famille stable. Une vie privée solide. Un couple qui tient. Une maison où les enfants ne sentent pas la tension dans l'air. Et Catherine apparaît comme une réponse à cette blessure. Leur rencontre à l'université, leur relation qui grandit à l'abri relatif des regards, puis le mariage. Le monde entier regarde la cérémonie, mais lui, intérieurement, regarde autre chose, la promesse d'une normalité. Une normalité royale, évidemment, mais une normalité quand même. Et quand leurs enfants naissent, il y a une émotion très simple derrière les images officielles. William veut briser le cycle. Sauf qu'être héritier du trône, c'est aussi apprendre une autre règle, votre famille n'est pas seulement votre famille. C'est une institution, et l'institution a besoin d'ordre. Et c'est exactement là que Camilla et William se retrouvent face à face, non pas comme belle-mère et beau-fils, mais comme deux pôles d'influence au sommet de la même montagne. Camilla, avec les années, a construit une place. Une place patiente, parfois moquée, parfois haïe, mais solidifiée par une chose que la monarchie adore, la constance. Elle a tenu. Elle s'est montrée. Elle a assumé des engagements, elle a été présente, elle a accompagné Charles sans relâche. Et dans une famille où l'endurance est un langage, Camilla a appris à parler couramment. Et puis, un jour, Charles devient roi. Camilla devient reine. Et là, le monde se réorganise. Parce qu'un roi, ça vieillit. Et un futur roi, ça se prépare. Ce futur roi, c'est William. Et William, lui, ne prépare pas seulement une image. Il prépare un règne. Il prépare une transition. Et dans une transition, il y a une question qui obsède tous les palais depuis des siècles. Qui aura accès au centre? Accès au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui parle au roi en premier le matin. Qui peut souffler une idée. Qui peut influencer une décision. Qui peut recommander un nom. Qui peut protéger un proche. Qui peut garder une place dans la machine. Et c'est là que surgit l'événement qui, à lui seul, a mis le feu aux poudres. Ce n'est pas une dispute filmée. Ce n'est pas une phrase assassine prononcée au balcon. C'est un nom sur un document. Annabel Elliott. La sœur de Camilla. Une femme de l'ombre, mais pas n'importe laquelle. Une professionnelle installée, une décoratrice, une conseillère, une habituée des propriétés liées au pouvoir. Pendant des années, elle a travaillé sur des résidences, des intérieurs, des lieux qui ne sont pas seulement des maisons, ce sont des vitrines de monarchie. Des endroits où chaque rideau, chaque fauteuil, chaque couleur raconte une idée de l'élégance britannique. Or, lorsque William prend pleinement la main sur la gestion du duché de Cornouailles, un empire discret qui finance l'héritier, un détail ressort, le nom d'Annabel ne revient plus comme avant. Et très vite, la lecture devient politique. William n'a pas souhaité la réengager. William a choisi de mettre fin à cette collaboration. Et là, vous comprenez le choc. Parce que ce genre de décision n'est jamais juste une décision. Dans ce monde, c'est un signal. Un signal envoyé à Camilla, à Charles, aux équipes, aux proches, à la presse, au public. Le signal, c'est « l'ère des arrangements familiaux touche à sa limite ». Et si vous vous demandez pourquoi ce simple choix aurait rendu Camilla furieuse, imaginez ce qu'il représente de son point de vue.
Camilla a passé des décennies à apprendre à ne pas réagir. À encaisser. À rester digne. À laisser le temps faire son travail. Elle a traversé la haine, les caricatures, les soupçons, l'idée persistante qu'elle n'aurait jamais sa place. Elle a fini par l'avoir, à force de silence et de loyauté. Et soudain, le fils de Diana, celui qui deviendra roi après Charles, montre qu'il peut couper un lien avec son entourage proche, sans trembler. Sans demander. Sans s'expliquer. Vous sentez la gifle symbolique? Ce n'est pas seulement ma sœur ne travaille plus. C'est, ton cercle n'est pas chez lui ici. Et dans une monarchie, être toléré n'est pas la même chose qu'être légitimé. Camilla, en devenant reine, a obtenu une forme de légitimité institutionnelle. Mais William, en prenant le contrôle d'un duché stratégique, rappelle une vérité froide, la légitimité peut être limitée par celui qui héritera de la couronne. C'est là que la rumeur d'un éloignement prend une autre couleur. On n'est pas dans le drame de salon. On est dans une réorganisation du pouvoir. Et ce qui rend l'histoire encore plus tendue, c'est le contexte humain. Parce qu'au même moment, la famille royale britannique vit une période fragile. Santé, pression, image, confiance du public. Charles a annoncé une maladie grave, et tout le royaume l'a appris. Catherine a également traversé une épreuve médicale qui a bouleversé l'équilibre du couple héritier. Dans ce genre de tempête, les loyautés se testent. Les rôles se figent. Les rancunes anciennes remontent. Et chacun se demande, en silence, qui sera là quand tout basculera. Camilla, dans cette période, s'affiche comme le pilier de Charles. Elle le soutient, elle l'accompagne, elle tient les engagements. Et elle peut penser, intimement, j'ai prouvé ma valeur. William, lui, peut penser l'inverse. C'est justement parce que tout est fragile que je dois verrouiller l'avenir. Et quand deux logiques s'opposent, même sans cri, la tension devient inévitable. Vous imaginez la scène d'un dîner officiel. Les sourires, les toasts, les regards vers les caméras. Puis, une fois les flashs éteints, une conversation courte, polie, glaciale. Quelqu'un dit, c'est une simple évolution. Quelqu'un d'autre entend, tu n'as plus ton mot à dire. Et c'est ici que l'on doit parler de la psychologie de William. Parce que William ne se bat pas pour humilier. Il se bat pour éviter le risque. Et son cerveau, depuis l'enfance, associe le risque à une chose, la presse. La fuite. Le scandale. La perte de contrôle. Il a vu ce que la médiatisation a fait à sa mère. Il a vu ce que les indiscrétions ont fait à son foyer. Il a vu comment une histoire privée peut devenir une crise nationale. Alors, quand il observe l'écosystème autour de la reine Camilla, ses proches, ses amis, ses connexions, ses habitudes, il ne voit pas seulement une famille élargie. Il voit une zone de vulnérabilité. Et il y a une autre dimension, beaucoup plus moderne, l'argent. Le duché de Cornouailles, ce n'est pas une tirelire personnelle qu'on ouvre pour faire plaisir à la famille. C'est un instrument économique et politique. Des terres, des propriétés, des revenus, des locataires, des contrats. Le public, aujourd'hui, veut comprendre. Le public compare. Le public juge. William le sait. Il sait que la moindre ligne peut devenir un scandale. Il sait que l'ère où l'on pouvait faire travailler des proches sans que ça fasse sourciller le pays est révolue. Donc, même si Annabel Elliott est compétente, même si le travail est réel, même si tout est légal, la question de l'image reste un poison. Pourquoi la sœur de la reine est-elle payée par l'héritier? Et William, qui prépare une monarchie plus acceptable pour un public plus exigeant, peut décider que le risque symbolique est trop grand. Là, on tient un mystère central. William a-t-il agi par froideur personnelle, ou par stratégie institutionnelle? La réponse, comme toujours, est probablement les deux. Parce que la stratégie institutionnelle est souvent le masque élégant de la psychologie. William, au fond, a une dualité qui le poursuit, l'homme blessé qui veut protéger sa famille, et le futur roi qui doit protéger la couronne, même contre les siens. Et Camilla, elle aussi, a sa dualité, la femme qui a attendu toute sa vie une reconnaissance, et la reine qui sait que cette reconnaissance peut être remise en cause à la seconde où un autre héritier décide de redessiner les contours du pouvoir. Maintenant, posez-vous une question, si vous étiez Camilla, comment le vivriez-vous? Vous avez été contesté pendant des années. Vous avez encaissé. Vous avez appris à ne pas répondre. Et puis, enfin, vous êtes reine. Vous avez une place. Vous avez un rôle. Vous avez une dignité institutionnelle. Et voilà que le futur roi, le fils de Diana, vous envoie le message le plus clair possible sans prononcer un seul mot, ton monde ne sera pas le mien. Ce message, on peut le dire en une phrase, distance. Et vous savez ce qui rend la distance plus douloureuse qu'une dispute? C'est qu'on ne peut pas la contester. Une dispute se règle. Une distance se subit. Si vous ressentez déjà la tension de cette histoire, dites-moi en commentaire, juste avec un mot, équipe William ou équipe Camilla? Pas pour créer une guerre, mais parce que votre intuition en dit long sur ce que vous attendez,
vous, d'une monarchie moderne. Mais attention, ce n'est que la première couche. Car derrière Annabelle, il y a une autre question explosive. La place future de Camilla quand William deviendra roi. Dans l'histoire britannique, les reines consorts deviennent parfois des reines douairières. Parfois elles disparaissent doucement des cérémonies. Parfois elles gardent un rôle symbolique. Parfois elles restent très présentes. Tout dépend de la relation avec le nouvel occupant du trône. Et là, on touche une zone sensible. William n'a jamais été un homme d'attachement évident envers Camilla. Il a été courtois. Il a été respectueux. Mais la chaleur? La proximité? L'idée de la considérer comme une deuxième mère? Non. Son cœur, c'est Diana. Son récit intérieur, c'est Diana. Alors, si William imagine son règne, il peut imaginer une structure où Camilla, en arrière-plan. Respectée, mais non influente. Présente, mais non centrale. Protégée, mais non décisionnaire. Et pour Camilla, cette perspective peut être une humiliation anticipée. Parce qu'elle sait que le jour où Charles ne sera plus là, son bouclier disparaît. Son bouclier, ce n'est pas la couronne. C'est Charles. C'est sa place auprès du roi. Sans Charles, Camilla devient un symbole fragile. Et face à elle, il y aura William, Catherine, et une nouvelle génération. Et c'est là qu'intervient une troisième dimension, Catherine. Catherine, dans l'imaginaire collectif, a souvent été présentée comme l'anti-Diana, la stabilité, la retenue, le contrôle. Mais dans le cœur du peuple, elle est devenue autre chose, une figure de résilience. Et les épreuves récentes ont renforcé ce lien émotionnel. Quand Catherine souffre, le pays s'inquiète. Quand Catherine revient, le pays respire. Et William, lui, sait exactement ce que cela signifie, l'avenir de la monarchie passera par ce couple. Dans cette configuration, Camilla peut se sentir isolée. Parce que l'attention du public, tôt ou tard, se déplacera. Parce que le récit national ne s'écrit pas avec l'ancienne reine, mais avec la future reine. Et Camilla, qui a dû lutter pour être acceptée, peut avoir l'impression qu'on est en train de lui retirer la scène au moment même où elle y est enfin montée. Alors la moindre décision, un contrat non renouvelé, une équipe réorganisée, une tradition modifiée devient un affront. Non pas parce qu'elle est énorme, mais parce qu'elle confirme une tendance. La tendance, c'est « William prend le pouvoir ». Et William le prend à sa manière, en silence, mais fermement. Revenons un instant au duché de Cornouailles, parce que c'est un détail que beaucoup ignorent, et pourtant, c'est une clé. Ce duché, c'est un héritage vieux de plusieurs siècles, une gigantesque structure foncière et commerciale. Ce n'est pas juste de belles terres. C'est un système qui finance l'héritier, qui lui donne une autonomie, une capacité d'action, une indépendance. Et l'indépendance, dans une famille, ça change tout. Tant que William était le fils, il devait composer. Tant qu'il était le petit-fils de la reine, il devait attendre. Mais quand il devient le duc d'un empire économique, il n'a plus besoin d'attendre. Il peut imposer un style. Il peut imposer une vision. Et sa vision, de plus en plus, ressemble à ceci: discipline, sobriété, modernisation, réduction des zones grises. Vous savez ce que ça veut dire, réduction des zones grises, en langage royal? Ça veut dire, moins de proches, moins de privilèges implicites, moins de contrats qui font parler. Alors oui, Annabelle Elliott devient un symbole parfait. Parce que ce n'est pas une simple employée. C'est la sœur de la reine. C'est un fil direct. Une proximité visible. Et William coupe le fil. Ou, pour être exact, il laisse le fil se terminer naturellement. Le mot naturellement est toujours pratique quand on veut éviter la guerre. Mais Camilla, elle, peut ressentir autre chose, une mise à l'écart. Et vous savez ce qui est cruel? Camilla ne peut même pas se plaindre publiquement. Une reine ne va pas à la télévision pour dire qu'elle est vexée. Une reine ne poste pas un message. Une reine ne fait pas de scène. Elle rumine. Elle s'adapte. Elle serre les dents. Et peut-être, dans l'intimité, elle dit à Charles, « Tu vois, voilà ce qu'il pense vraiment. » Et Charles, pris entre sa femme et son fils, devient l'homme le plus coincé du royaume. Parce que Charles a une blessure, lui aussi, il a attendu toute sa vie. Il est devenu roi tard. Il veut la paix. Il veut l'unité. Il veut que ses dernières années soient dignes, stables, cohérentes. Et il voit ses deux piliers, son fils héritier et sa femme reine, se refroidir. Alors il essaie de lisser. Il essaie de minimiser. Il dit que ce n'est rien. Il dit que ce sont des détails. Il dit que chacun a son rôle. Mais dans un palais, un détail n'est jamais un détail. Et maintenant, accrochez-vous, parce qu'il y a une quatrième couche, encore plus sensible, la mémoire de Diana. William, depuis des années, protège l'image de sa mère comme on protège une flamme. Il sait que Diana est un mythe. Et il sait que ce mythe, en même temps, est une douleur. Camilla, à l'inverse, a vécu sous l'ombre de ce mythe. Même couronnée,
elle reste pour beaucoup celle qui a remplacé. Même respectée, elle reste pour certains celle qui a brisé. Cette opposition est insoluble. Elle ne se résout pas. Elle se gère. Et William, en tant que futur roi, a peut-être décidé de gérer à sa manière, en réduisant l'espace de Camilla dans son futur univers. Pas par cruauté. Par instinct de survie. Parce qu'il sait que l'histoire peut se retourner. Il sait que la presse peut raviver les blessures. Il sait qu'un scandale ancien peut redevenir un scandale actuel, juste parce qu'on reparle de Diana, ou parce qu'un livre ressort, ou parce qu'une phrase est mal interprétée. Donc il choisit la distance. Le problème, c'est que la distance crée un vide. Et dans un vide, les rumeurs s'installent. On commence à dire, William ne supporte plus Camilla. William veut l'écarter. William veut limiter son rôle. William veut protéger la future reine, Catherine, de toute influence. Et Camilla, elle, devient furieuse dans l'imagination collective, parce que l'imagination collective adore les reines qui se battent dans l'ombre. Mais la vraie question, la seule qui compte, c'est, qui contrôle le récit? William a appris une chose dès l'adolescence, celui qui contrôle le récit survit. Diana, quand elle a perdu le contrôle du récit, a été dévorée. Charles, quand il a perdu le contrôle du récit, a été ridiculisé. Camilla, quand elle a été coincée dans le récit la maîtresse, a été haïe. William, lui, est obsédé par l'idée de ne jamais perdre cette bataille-là. Et c'est pour ça que sa méthode est chirurgicale, il ne donne pas de matière. Il ne donne pas de phrases. Il ne donne pas de scène. Il donne des décisions. Et ces décisions parlent pour lui. Maintenant, revenons au moment présent. Vous avez d'un côté un roi affaibli, qui doit préserver l'institution tout en traversant une épreuve personnelle. Vous avez une reine consort devenue reine, qui se bat depuis 20 ans pour être acceptée et qui sent que l'avenir pourrait la réduire. Et vous avez un futur roi qui voit tout cela comme une équation froide. Si je veux que mes enfants héritent d'une monarchie stable, je dois nettoyer les zones de fragilité. Nettoyer, ça ne veut pas dire détruire. Ça veut dire restructurer. Et qui est la première victime, dans une restructuration? Ceux qui étaient là avant. Annabel Elliott, c'est avant. Et à travers elle, c'est Camilla qui se sent visée. Vous imaginez ce que ça doit faire, émotionnellement? Parce que pour Camilla, sa sœur n'est pas un contrat. C'est un lien. C'est une présence. C'est une alliée. C'est quelqu'un qui la connaît vraiment dans un monde où presque personne ne la connaît vraiment. Dans un palais, tout le monde est poli. Tout le monde est protocolaire. Tout le monde a une fonction. Très peu de gens vous regardent comme une simple personne. Une sœur, oui. Donc si William coupe ce lien-là dans un espace stratégique, Camilla peut le vivre comme une solitude imposée. Et la solitude, Camilla la connaît. Elle l'a connue quand elle était la femme que tout le monde pointait du doigt. Elle l'a connue quand elle devait sourire dans des événements où elle sentait la haine. Elle l'a connue quand son nom déclenchait des soupirs. Elle pensait en être sortie. Et voilà que l'histoire lui rappelle qu'elle est encore, en partie, tolérée. Et si cette idée vous serre un peu le cœur, prenez une seconde, abonnez-vous. Pas juste pour plus de contenu. Mais parce que ces histoires montrent quelque chose d'universel. Même au sommet du monde, on peut être vulnérable, et ça, on l'oublie trop souvent. Mais attention, parce que le plus important n'est pas ce que Camilla ressent. Le plus important, c'est ce que William est en train de construire. William construit un futur. Et dans ce futur, il y a une obsession, ne pas être prisonnier des erreurs de son père. Charles est un homme de sentiments, un homme de symboles, un homme qui a parfois laissé l'émotion guider la stratégie. William, lui, veut faire l'inverse, il veut que la stratégie protège l'émotion. Quand Catherine traverse une épreuve de santé, William se retrouve à nouveau dans un scénario qu'il redoute. La femme qu'il aime, vulnérable, exposée, la presse affamée, les rumeurs, les spéculations. Et là, son vieux mécanisme s'active, protégé par le contrôle. Alors il réduit les fuites. Il réduit les zones d'accès. Il réduit les gens autour. Et Camilla, par sa place centrale auprès de Charles, fait partie du cercle. Un cercle que William ne peut pas contrôler totalement, mais qu'il peut encadrer. La distance, ce n'est pas seulement une froideur. C'est un encadrement. Et dans la monarchie, l'encadrement, c'est le pouvoir. Ce qui est troublant, c'est que cette histoire arrive à un moment où le public change. Avant, les gens acceptaient les mystères. Ils acceptaient le protocole. Ils acceptaient qu'on ne sache pas. Aujourd'hui, ils veulent comprendre. Ils veulent de la transparence. Ils veulent savoir qui paie quoi, qui décide quoi, qui profite de quoi. William le sent. Et il sait que sa génération ne pourra pas survivre avec les méthodes d'hier. Donc, quand un proche de la reine est lié à un flux financier, même minime, même justifié, il sait que ça peut devenir un poison médiatique. Et il choisit, froidement, je supprime la possibilité du poison. Vous voyez le paradoxe? William paraît dur, mais il pense faire le bien.
Camilla paraît victime, mais elle a connu la dureté de la vie. Et c'est exactement ce qui rend leur tension si crédible, ce ne sont pas des caricatures. Ce sont deux survivants, chacun avec ses armes. Camilla survit par l'endurance et la discrétion. William survit par la structure et le contrôle. Alors, quand ils se heurtent, ça ne fait pas de bruit, mais ça crée des fractures. Et maintenant, imaginez les conséquences. D'abord, l'atmosphère familiale. Il y a des moments où la famille royale se retrouve. Noël, des cérémonies, des événements sportifs, des mariages, des enterrements. Ces moments-là sont déjà chargés. Parce que les émotions réelles se mélangent à la représentation. Si Camilla sent qu'on la met de côté, elle peut se refermer. Si William sent qu'elle cherche à conserver une influence, il peut se durcir. Et Charles, au milieu, peut s'épuiser. Ensuite, il y a l'impact institutionnel. Si William affirme déjà son style, cela annonce un règne plus directif. Plus managérial. Un règne où l'on tolérera moins les zones floues. Un règne où même les liens familiaux devront se plier à la perception publique. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Une monarchie plus moderne, plus nette. Pour d'autres, c'est inquiétant. Parce qu'une monarchie trop froide peut perdre l'affection du public. Et là, on touche à un point essentiel, la monarchie britannique ne survit pas par la force. Elle survit par l'amour. Ou au moins par l'acceptation émotionnelle. Diana avait compris ça comme personne. Elle avait compris le pouvoir de la proximité. Le pouvoir du geste. Le pouvoir de la vulnérabilité. William, lui, est l'héritier de Diana, mais aussi l'héritier de la douleur de Diana. Et parfois, la douleur transforme l'héritage en armure. Alors on arrive à la question que tout le monde se pose, sans oser la formuler. Est-ce que William, en voulant protéger l'institution, risque de devenir trop distant humainement? Et là, Camilla joue un rôle inattendu. Parce que Camilla, malgré tout ce qu'on pense d'elle, a une chose, l'expérience de la survie médiatique. Elle s'est encaissée. Elle s'est restée stable. Elle sait que les tempêtes passent. Elle pourrait être, paradoxalement, une leçon pour William. On ne gouverne pas seulement avec des décisions. On gouverne avec une présence. Mais pour que Camilla soit une leçon, il faut que William accepte de la voir autrement que comme une page douloureuse du passé. Et c'est là que l'histoire devient tragique, il n'est pas sûr qu'il en soit capable. Parce que pour William, Camilla est un rappel. Un rappel que même un prince peut perdre sa mère. Un rappel qu'un mariage royal peut imploser. Un rappel que l'institution peut broyer les individus. Et personne n'aime les rappels qui font mal. Alors, au lieu de s'en rapprocher, il s'en éloigne. Et plus il s'en éloigne, plus Camilla se sent rejetée. Et plus Camilla se sent rejetée, plus elle peut vouloir prouver qu'elle a sa place. Et voilà comment naît un cercle vicieux dans une famille où personne ne peut partir faire une pause comme une famille normale. Ils sont obligés de coexister, sous les regards. Et chaque regard amplifie tout. Prenons un exemple très simple, Wimbledon. Deux femmes apparaissent ensemble, souriantes. Les photos circulent. Tout le monde interprète. On lit dans les regards ce qu'on veut y voir. Maintenant, prenez l'inverse, une absence, un placement, un ordre protocolaire différent. Et la même machine s'emballe, ils sont fâchés. Elle est isolée. Il l'a humiliée. La monarchie moderne, c'est ça, une guerre d'images où les actes pèsent plus lourd que les mots. William l'a compris. Camilla l'a compris. Et pourtant, ils sont piégés par cette réalité. À ce stade, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais est-ce qu'on parle vraiment d'une reine furieuse, ou d'un récit gonflé par les rumeurs? La vérité, c'est que la colère n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Dans certains milieux, la colère est un silence. Une froideur. Une phrase courte. Un refus. Une décision à venir. Et si Camilla a été blessée, elle n'a pas besoin de hurler. Elle peut simplement se souvenir. Et dans un palais, la mémoire est une arme. Mais William, lui aussi, a une arme, le futur. Parce qu'à la fin, tout le monde le sait. Tout le monde, même Camilla, même Charles, un jour, William sera roi. Et ce jour-là, la distance deviendra une structure officielle. Camilla le sait. Et c'est probablement ça, le vrai nœud émotionnel. Ce n'est pas Annabel Elliott. Ce n'est pas un contrat. C'est la réalisation soudaine que l'avenir est déjà en train de se dessiner, et qu'elle n'y sera peut-être qu'un chapitre secondaire. Et là, on arrive au moment le plus poignant de toute cette histoire. Camilla, si elle est vraiment blessée, doit se demander, à quoi a servi toute cette endurance? Elle a accepté l'impopularité. Elle a accepté l'humiliation. Elle a accepté l'idée d'être celle qu'on n'aimera jamais. Elle a porté tout ça pour être aux côtés de Charles, pour stabiliser une vie, pour être une compagne. Et maintenant qu'elle est reine, elle peut avoir l'impression que la reconnaissance n'est pas complète. Qu'elle est conditionnelle. Qu'elle dépend encore du regard d'un homme. William. C'est une forme de tragédie silencieuse.
Et William, lui, doit se demander, est-ce que je suis en train de faire à Camilla ce que je reprochais au système d'avoir fait à ma mère? Vous voyez la boucle? C'est là que l'histoire devient universelle. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de royauté. C'est une histoire de famille recomposée. De blessures non guéries. De loyautés impossibles. De décisions rationnelles qui écrasent des émotions humaines. Qui n'a jamais ressenti ça? Ce moment où vous faites ce qu'il faut faire, mais vous savez que quelqu'un va en souffrir. Et vous le faites quand même, parce que vous avez peur de ce qui arriverait si vous ne le faisiez pas. William vit dans cette logique. Camilla vit dans l'autre, celle où l'on survit en encaissant, en restant debout, en attendant que le temps finisse par vous rendre justice. Mais le temps, parfois, ne rend pas justice. Il rend seulement les choses inévitables. Alors, quelles conséquences pour l'avenir? La première, c'est l'évolution de la relation entre William et Charles. Si Charles a besoin de Camilla comme soutien, il ne peut pas se permettre que son fils la marginalise trop violemment. Il doit équilibrer. Il doit calmer. Il doit maintenir l'unité. Mais si William devient de plus en plus central, Charles devra, tôt ou tard, lâcher du terrain. Et plus Charles lâche du terrain, plus Camilla perd un espace d'influence. Et plus Camilla perd un espace d'influence, plus elle peut se crisper. Deuxième conséquence, l'image publique. Le public britannique, et même le public mondial, observe tout. Certains aiment Camilla, d'autres ne l'aimeront jamais. Certains admirent William, d'autres le trouvent froid. Certains sont attachés à Catherine, d'autres la voient comme un symbole inaccessible. La moindre tension devient un feuilleton. Et le feuilleton, dans une monarchie, est dangereux. Parce qu'il transforme l'institution en série. William ne veut pas de ça. Il veut être le roi de la stabilité. Alors il va continuer à couper ce qui ressemble à un risque. Et si Camilla ressemble à un risque, il continuera à mettre de la distance. Troisième conséquence, l'héritage émotionnel de Diana. Tant que Diana restera un mythe, Camilla restera un contraste. Et tant que Camilla restera un contraste, William aura du mal à la laisser entrer pleinement dans son récit. Il pourrait être cordial, oui. Mais la chaleur? La vraie inclusion? C'est autre chose. Et c'est peut-être le cœur de tout, dans cette famille, la chaleur est rare. Et quand elle manque, la distance devient la norme. Avant de finir, je veux vous poser une question, vraiment. Pas une question de fan, pas une question de quand. Si vous étiez William, avec son passé, sa douleur, ses responsabilités, ses enfants, la pression sur ses épaules, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez choisi la paix émotionnelle, au risque du scandale? Ou le contrôle institutionnel, au risque de blesser? Si cette question vous touche, laissez un j'aime. Pas parce que vous êtes d'accord avec lui, mais parce que vous comprenez que, parfois, il n'y a pas de bonne option. Il n'y a que des choix, et des cicatrices. Alors, Camilla est-elle vraiment furieuse? Peut-être. Ou peut-être qu'elle est simplement face à une vérité brutale, elle a obtenu la couronne, mais pas le futur. Le futur appartient à William. Et William, lui, est face à une autre vérité. Pour protéger la monarchie, il devra parfois faire ce que son cœur n'aime pas, et accepter d'être vu comme froid. C'est le prix du trône. La dernière image, gardez-la en tête. Un couloir. Des tapis épais. Des portraits d'ancêtres. Une reine qui avance, droite, impeccablement habillée, sourire discret. Un prince qui arrive en face, costume impeccable, regard calme. Ils se croisent. Ils échangent une phrase banale, un sourire poli. Et pourtant, dans l'air, il y a quelque chose d'autre. Un non-dit. Un message. Une frontière invisible. La distance. Et c'est peut-être ça, la monarchie moderne, un pouvoir immense, géré par des silences. Si vous voulez qu'on continue à explorer ces histoires où l'humain se bat contre le protocole, abonnez-vous. Pas pour suivre des ragots, mais pour comprendre ce que ces drames disent de nous tous. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que William fait ce qu'il faut, ou qu'il risque de répéter les erreurs du passé? Et surtout, si cette histoire vous a marqué, restez dans le coin. Parce que la prochaine vidéo, elle pourrait vous faire voir la famille royale britannique sous un angle encore plus surprenant.